démarrerons en posant le cadre global qui permettra de comprendre les challenges sociaux d'aujourd'hui. Nous aurons le plaisir d'écouter deux panels. D'abord sur les initiatives pour le développement de l'entrepreneuriat. Ensuite, et c'est le sujet de réflexion principal finalement, quel modèle de développement pour le Maroc? Cette année, nous avons souhaité renouveler la séquence des jeunes talents marocains, ces jeunes Marocains qui nous rendent si fiers. Et enfin, arrivera le moment très attendu que nous attendons tous, après une séquence de synthèse des recommandations, le moment de l'engagement des membres du gouvernement. Nous avons écouté hier messieurs Ben Chaboun et Moulay Hafid Al-Alami. J'aurai le plaisir et l'honneur d'interviewer ce matin monsieur le ministre Mzazi et monsieur le chef de gouvernement qui devrait nous rejoindre vers 11h30. Voilà. Alors, un programme riche donc qui sera clôturé bien évidemment par monsieur le président Salah Eddine Mzouar. Autre information que je souhaitais partager avec vous, et j'en aurai fini avec cette séance introductive, cet événement est diffusé en live et en streaming sur les pages Facebook et YouTube de la CGEM. Je vous invite à partager les liens autour de vous. Et surtout, je vous invite à échanger sur Twitter, #UECGEM19. Les débats se poursuivent sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, sans plus tarder, et pour démarrer la conversation, j'ai le plaisir d'accueillir une femme de conviction, une femme d'engagement. Elle était directrice générale du CDVM, elle a dirigé la filiale marocaine du cabinet américain Monitor Group, elle a ensuite créé sa propre entreprise, elle est engagée et donne de son temps pour accompagner les jeunes femmes dans le cadre du réseau Mentorel. Elle a créé le Club des femmes administrateurs d'entreprise. En février 2019, mesdames et messieurs, elle a été nommée présidente du fonds Hassan II pour le développement économique et social. Sa passion, c'est la RSE. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir madame Dounia Tarji. Merci madame. Messieurs les ministres, monsieur le président, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous remercier d'être là, d'avoir libéré de votre temps un samedi matin pour être à la CGEM. Merci. Tout a commencé par un coup de fil, la CGEM. Dounia, est-ce que tu pourrais nous parler des mutations sociales au Maroc? J'étais à la plage, une plage où je vais depuis que je suis toute petite, entre Casa et Rabat. J'étais réticente. Je me suis levée, j'ai commencé à marcher, et en marchant, j'ai regardé autour de moi, et elles étaient là, sous mes yeux, les mutations sociales du Maroc. Il y avait des familles, le père, la mère, le jeune ado sur son smartphone, la gamine qui mange sa glace. Il y avait plus loin un jeune homme qui courait partout pour essayer d'installer des parasols qu'il louait et puis des transats un peu fatigués. Il y avait aussi, on devinait sur les rochers qui sont découverts à marée basse, on devinait des jeunes couples qui essayaient de trouver un peu d'intimité. Ce jour-là, sur la plage, j'avais les mutations sociales du Maroc sous les yeux. En effet, quand j'étais petite, il n'y avait pas grand monde sur cette plage. C'était une plage où on ne retrouvait que les résidents privilégiés qui avaient une maison parce que la plage était à 20 km de la ville et qu'il fallait une voiture pour y accéder. Depuis, la ligne de bus est arrivée jusque-là. Et la voiture économique est arrivée. Alors, la classe moyenne a pu accéder à la plage. Dans le Maroc de nos parents, les familles n'allaient pas passer la journée à la plage parce que le nombre moyen d'enfants par femme était supérieur à 6. Alors c'est compliqué d'emmener 6 enfants et plus à la plage, surtout quand on n'a pas de voiture. Mais aujourd'hui, le nombre d'enfants moyen par femme est tombé à 2,5. Dans le Maroc de nos parents, l'espérance de vie était de 47 ans. Il y avait peu de personnes âgées et encore moins à la plage. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 71 ans. Plus de 10% de la population du Maroc a plus de 60 ans. Et on commence à se poser des questions sur la prise en charge des seniors.
Dans le Maroc de nos parents, les jeunes filles se mariaient en moyenne à 17 ans et les jeunes garçons à 24. Aujourd'hui, l'âge moyen du mariage est de 27 ans pour les jeunes femmes et de 31 ans pour les garçons. Mais les émois amoureux à partir de la vingtaine, pour les Marocains, sont les mêmes que partout ailleurs dans le monde. Et nos jeunes Marocains ont beaucoup de mal à trouver des espaces où les vivre. Dans le Maroc de nos parents, 70% des Marocains vivaient à la campagne. Aujourd'hui, 63% de nos concitoyens s'entassent dans les villes. Et les villes, on a découvert qu'elles n'avaient pas été pensées pour accueillir un tel afflux. Et que les règles du savoir-vivre en ville, on ne les applique pas automatiquement quand on arrive en ville. C'est ça le Maroc d'aujourd'hui. C'est un Maroc qui a beaucoup changé par rapport au Maroc de nos parents. C'est un Maroc jeune, c'est un Maroc urbain, c'est un Maroc connecté, c'est un Maroc dans lequel il y a une classe moyenne qui a émergé. Mais c'est une classe moyenne qui travaille, qui se cherche, qui se compare. Elle a un appétit légitime de consommation, mais elle est très frustrée. Elle a du mal à joindre les deux bouts. L'ascenseur social est en panne, le niveau des salaires ne suit pas, les opportunités de carrière non plus, nos jeunes ne trouvent pas de travail, ils rêvent d'émigrer, ils espèrent avoir une vie meilleure ailleurs. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que notre croissance n'est pas suffisante pour créer assez d'emplois. Mais les besoins sont là, la demande est là, et puis l'investissement public a été très important sur les 20 dernières années. Alors, pourquoi il n'y a pas plus de croissance? Depuis hier, cette question, elle est au cœur de tous les échanges. Comment générer plus de croissance? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, depuis hier, on a passé en revue les différents leviers de la croissance. Mais l'ingrédient secret, le paramètre qui manque dans nos équations, c'est la confiance. Alors, c'est une rue au Danemark, un café. Les parents sont à l'intérieur en train de déjeuner. Les bébés sont dans les poussettes, à l'extérieur, avec un babyphone pour entendre si le bébé pleure. Les bébés sont sans surveillance parce que la confiance dans l'autre est une valeur centrale qui est ancrée dans la culture danoise. Alors, cette image, elle est hallucinante pour nous, Marocains, mais elle est aussi hallucinante pour les Français, pour les Italiens, pour les Chinois. Pour moi, cette image que j'ai voulu partager avec vous, elle illustre le niveau maximum de confiance que l'on peut faire à l'autre. Et ce n'est pas un hasard si le Danemark arrive en tête de tous les indicateurs de confiance interpersonnelle au niveau mondial. Alors le lien entre la confiance et la croissance a été établi par de nombreuses études économiques. Parce que la confiance, c'est le lubrifiant du système. Pour développer de grandes organisations, pour créer des institutions fortes, il faut de la confiance. On génère de la croissance par la confiance. Croire en l'autre, croire dans notre capacité collective, c'est ce qui nous manque. C'est ce que nous avons perdu. Le Maroc de nos parents croyait en un avenir meilleur. La génération de nos parents s'est battue pour obtenir l'indépendance. Et pour eux, tout était possible pour notre pays, parce qu'ils avaient obtenu l'impossible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de cette confiance en nous? Qu'est-ce qu'on a fait de cette confiance dans notre pays? Qu'est-ce qu'on a fait de cette confiance dans notre capacité à faire notre pays le plus beau pays du monde? Aujourd'hui,
Nous croyons dans notre cercle proche, nous croyons dans nos amis, notre famille, nos connaissances. Mais où en est notre niveau de confiance au-delà de ce cercle? Dans les personnes extérieures, différentes. Malheureusement, ce niveau de confiance est très bas comparé à d'autres pays. Et ça se ressent dans nos comportements économiques, sociaux. Ça se ressent dans les investissements, bien sûr, dans les recrutements, dans les échanges commerciaux. Par exemple, beaucoup d'entreprises familiales ne recrutent pas pour des postes de manager au-delà du cercle familial. Croire, c'est la même racine que créance ou crédit. Mais s'il n'y a pas le premier, il n'y aura pas non plus le deuxième ou le troisième. Donner confiance, c'est ce que les parents peuvent offrir de plus beau à leurs enfants. Imaginez un gamin qui monte sur un mur et qui veut marcher en équilibre. Vous avez deux attitudes en tant que parent. Non, attention, tu vas descendre, tu vas tomber, descends tout de suite. C'est normal, vous avez peur, vous voulez le protéger, mais vous avez aussi l'autre attitude. Lui tendre la main. Vas-y, tu peux y arriver. Je t'accompagne. Encore un pas. Et puis, lâcher la main. Tu y arrives. Je suis là. Continue. Tendre la main. C'est faire confiance. Et c'est ce qui permet de rendre l'autre autonome. Qui tendra la main à ce jeune homme qui loue des parasols pour l'aider à sortir de l'informel? Qui l'accompagnera auprès d'une administration pour obtenir les autorisations nécessaires? Qui l'orientera vers un statut d'auto-entrepreneur, vers un organisme de microcrédit pour qu'il finance l'achat de chaises qui soient neuves de qualité? Tendre la main, c'est comme ça qu'on aide nos enfants, mais c'est aussi comme ça qu'on fait avancer un pays. Je m'adresse à vous, responsables économiques, dirigeants d'entreprise. Est-ce que vous avez cette capacité à tendre la main? Est-ce que vous savez faire confiance à ces jeunes, à ces porteurs de projets qui ont besoin d'un coup de pouce? Ça peut commencer par un petit fournisseur avec lequel vous concluez un partenariat un peu plus long terme. Vous pouvez lui sécuriser un volume d'achat sur une période un peu plus longue pour lui permettre d'investir et de grandir. Il y a plein de façons de faire grandir la confiance autour de vous. Ça peut être en donnant de la visibilité, ça peut être en accompagnant, en coachant, en finançant, parfois juste en reconnaissant par la parole. Chacun a son levier d'intervention. Dans le cadre des démarches de responsabilité sociale de l'entreprise, on voit de très très belles pratiques. Des entreprises de toute taille et de tout secteur, chacune à son niveau, devient un ambassadeur de cette confiance. Et je vous invite à regarder ce qu'elles font. Tendre la main, c'est aider à grandir, c'est permettre la croissance. À ce propos, mesdames et messieurs, qui vous a un jour tendu la main? Qui vous a aidé à franchir les marches, à gagner en assurance, à grandir, jusqu'à arriver ici ce matin dans cette salle? Nous avons besoin que vous réappreniez à prendre le risque de faire confiance, à retrouver la joie et la fierté de voir le résultat de cette confiance que vous avez accordée. Nos jeunes en ont besoin. Notre classe moyenne en a besoin. Notre pays en a besoin. Mesdames et messieurs, j'ai une question pour vous. C'était quand la dernière fois que vous avez fait confiance
pour la première fois. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Des mots très forts. Merci. Des mots très forts. Une image saisissante. Elle mérite ces applaudissements, mesdames et messieurs. Bravo. Merci. Une image très saisissante, des mots très forts, une question posée à l'assistance à laquelle on vous invite à réfléchir. J'ai une dernière question pour vous, Madame la Présidente. Et le Fonds Hassan II, comment peut-il intervenir pour faire installer cette confiance? Je m'y attendais. Alors, pour vous parler du Fonds Hassan II, il faut d'abord que je le présente en quelques mots. Sa genèse remonte à une décision de Feu Hassan II, que Dieu ait son âme, de mettre de côté, dans un compte d'affectation spéciale, une partie du produit des privatisations pour que cet argent soit investi dans des projets pour l'avenir de notre pays. Et cette vision royale a été ensuite concrétisée en 2002 par la création du Fonds Hassan II, par une loi. Le fonds a pour mission d'œuvrer pour le développement économique et social. Et il intervient en apportant des contributions financières qui sont soit sous forme de subventions, de prêts ou de prise de participation. Il intervient en accompagnement dans des grands projets structurants du pays, que ce soit des programmes d'aménagement urbain, que ce soit des projets d'infrastructure, des programmes de promotion de l'investissement. Et depuis sa création, il est intervenu dans plus de 160 conventions qui chacune portent des projets ou des programmes. Et ce sont tous des projets et des programmes initiés et portés par les pouvoirs publics. Alors le bilan aujourd'hui, c'est que le fonds est intervenu dans tous les grands projets structurants du pays, notamment tous les grands projets d'infrastructure. Et vous avez vu depuis 20 ans la transformation de notre pays. Mais notre pays a encore beaucoup de projets à financer pour réduire les inégalités sociales et spatiales. Et comme l'a dit Monsieur le ministre des Finances hier, l'État n'a pas les moyens de tout faire tout seul. Et le mécanisme vers lequel on s'oriente, ce sont des partenariats publics-privés pour que le privé intervienne également dans les grands projets du Royaume. Alors, il y a une nouvelle mouture de loi qui est attendue pour les PPP, pour généraliser, faciliter le recours au PPP et le simplifier. Mais vous le savez aussi bien que moi, une loi n'est jamais suffisante, il faut des mécanismes d'accompagnement et c'est là où le fonds pourrait apporter sa contribution parce qu'il peut être l'investisseur de confiance, c'est-à-dire il peut être l'investisseur qui fait le lien entre le privé et le public parce que les montages en PPP peuvent être compliqués, ils peuvent avoir une rentabilité insuffisante pour attirer le privé et puis ça peut être des répartitions de risques un peu complexes. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas la peine, mais l'idée, c'est simplement qu'à chaque fois qu'il est nécessaire d'augmenter le niveau de confiance du privé pour qu'il puisse participer à un PPP en toute confiance, le fonds pourrait apporter ce petit supplément sous une forme ou une autre. Voilà notre ambition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci encore. Je vous accompagne pour regagner votre siège.